Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Illisible et incomplet, voilà comment le Code du travail local est défini de nos jours. Un Code du travail qui date de 1952 et qui renvoie très souvent à des arrêtés qui n'existent pas. À l'heure où le projet de loi El Khomri tente de trouver sa place au niveau national, je vous invite à mener la réflexion sur les lois du travail local. Et pour mieux comprendre la problématique, commençons tout de suite avec l'inspecteur du travail, Jean-Luc Ardiès, qui mène actuellement un gros chantier, celui de reconstituer ce grand puzzle qu'est le Code du travail et de voir les morceaux qui manquent afin d'y remédier avec les différents partenaires. Monsieur Gardiès, bonjour et merci de nous accorder cette interview. On parle beaucoup aujourd'hui de la loi El Khomri. Est-ce que c'est un projet de loi qui touchera le territoire de Wallis-et-Futuna ? Bonjour d'abord. Effectivement, cette loi, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, ce n'est pas une loi, c'est un projet qui est en débat, me semble-t-il, bientôt au Parlement. Donc, tant que la loi n'est pas votée, on ne parle pas de loi. Bien entendu, comme toute loi, et loi du travail en particulier, si elle doit s'appliquer à Wallis-et-Futuna, je ne pense pas en totalité, puisque le Code du travail, dans sa totalité, métropolitain, reste en métropole. Nous avons, nous, un Code du travail spécifique à Wallis-et-Futuna, qui certes comporte quelques textes qui sont d'origine métropolitaine, mais il faut dans ces cas-là que ça soit prévu par la loi elle-même qui fait la chose. Un exemple récent, c'est celui de ce qu'on appelle le silence vaut acceptation. Donc effectivement, il y a un principe qui a été mis en avant, c'est le fait de dire si vous écrivez à l'administration et qu'elle ne vous répond pas pendant un certain temps, eh bien ça vaudra acceptation de votre système. Qui ne dit rien. Qui ne dit bon sang. Voilà. C'était un peu le principe. Mais effectivement, ce principe souffre de beaucoup d'exceptions. Donc il y a un code qui a été fait actuellement des relations avec l'administration. Certaines parties de ces choses-là concernent Wallis-et-Futuna, très peu, mais ça concerne. Par exemple, pour donner un exemple, sur la durée du travail. Il y a un article dans un arrêté qui, effectivement, dit qu'on peut demander une dérogation à l'inspecteur du travail. Eh bien, là, dans cet article, il est précisé dans la loi française que cet arrêté est visé et que le délai, ça sera 1 mois. Autrement dit, si au bout d'1 mois, je n'ai pas répondu, eh bien, ça vaudra acceptation si on me demande une dérogation. Voilà, un exemple de ce qui peut s'appliquer de métropole à ici. Mais sinon, le Code du travail ici est organisé depuis très longtemps, depuis 1952. Alors certes, on travaille pour le rendre mieux lisible, que les gens puissent mieux le connaître et mieux comprendre aussi comment ça fonctionne, d'améliorer les choses, mais il existe. Et donc, pour l'instant, la loi El Khomri, tant qu'elle n'est pas votée, on ne sait pas quels articles pourraient éventuellement s'appliquer ici. Parlons maintenant de notre propre Code du travail, qui date de 1952. Est-ce qu'il mérite d'être mis à jour ? Alors, il a déjà été mis à jour. Hein. On donne toujours la référence de la création d'une loi, comme la loi 1961, par exemple, elle a fait l'objet de petites modifications, certes, mais il y en a eu. Donc, 1952, il y a eu une réforme assez importante en 2005, avec une ordonnance donc, qui a révisé un certain nombre, qui a abrogé des articles et qui en a créé d'autres. Et effectivement, la grande révision, la dernière grande révision, date de 2005. Voilà. Mais il y a des petits apports, je vous en ai cité un tout à l'heure, en 2014, sur par exemple ce principe de silence vaut acceptation, qui sont venus impacter un tout petit peu, mais 2 ou 3 articles, hein, rien du tout. Mais ça précise effectivement les relations entre l'inspection du travail et les dérogations qu'on peut demander et la réponse attendue par les administrés. Le droit du travail, en fait, en gros, c'est quoi ? C'est le code du travail, avec des accords éventuellement interprofessionnels. Alors, dans le code, il y a la partie législative et réglementaire, les arrêtés étant le règlement. Voilà. Et après, effectivement, par secteur, parfois, il y a des règles spécifiques. C'est le cas, par exemple, du personnel permanent de l'administration, qui a un arrêté qui détermine un petit peu les conditions qui viennent en plus du Code du travail. Mais le Code du travail s'applique aussi. Et donc, on a effectivement le Code du travail, les arrêtés qui sont là. Puis après, il peut y avoir effectivement les conventions collectives. Dans certains endroits, chez vous, ailleurs, etc., il y a des conventions collectives. Là, effectivement, c'est des mesures spécifiques prises dans la branche professionnelle qui ont été signées avec les organisations syndicales professionnelles et qui s'appliquent, bien sûr, et qui donnent des avantages, entre guillemets, supplémentaires par rapport à tout ça. Et enfin, en dernier lieu, il y a le contrat de travail. Voilà. Mais le contrat de travail peut préciser aussi des mesures qui n'existent ni dans la convention collective, ni dans le droit du travail classique. Hein. Oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est l'ensemble législatif, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est le Code du travail qui est applicable ici.
Sauf que la difficulté qu'il y a, c'est qu'on ne le trouve que sur le site internet, et encore il faut le chercher. Mais quel est le travail que vous êtes en train de faire sur le code du travail, justement? Alors, quand on lit le code du travail, qu'on arrive à le trouver, parce qu'il n'est que sur internet, on se rend compte qu'il y a effectivement un texte qui existe, hein, et dans ce texte, on nous renvoie à beaucoup d'arrêtés. Un arrêté doit être pris, etc. Sauf que le texte de l'arrêté, on ne le trouve pas. Vous voulez dire qu'ici, au service de l'inspection du travail, vous n'avez pas de support papier du code du travail? Non, non. J'ai proposé à ce qu'on révise la chose et que de ce texte-là, une fois tout complété et révisé éventuellement pour certaines choses, ou complété par des arrêtés qui n'ont jamais été pris, par exemple, on puisse en faire une édition papier. Parce que ce travail dont je vous parle là, je l'ai fait également en Nouvelle-Calédonie. J'ai devant moi là le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, j'ai participé à ça également. La réflexion qui avait été portée était la même que celle que l'on a actuellement ici, à savoir qu'il y avait des textes sur Internet, mais il n'y avait pas de version papier, et ces textes n'étaient pas très faciles à lire, parce qu'il y avait, certes, il y avait des délibérations, des arrêtés, etc., mais il fallait faire une gymnastique informatique assez compliquée pour pouvoir trouver les références, y compris la jurisprudence qui n'y existait pas. Donc, dans ce code maintenant, on y trouve les lois, on y trouve les règlements, et on y trouve la jurisprudence. Ce que je voudrais faire, c'est la même chose ici, c'est-à-dire que bon, on reprend le texte du code, on y incrémente les arrêtés qui existent, on regarde s'il y a lieu de les réviser, on prend ceux qui doivent être pris, évidemment avec le préfet, avec les partenaires sociaux, etc. Et puis on a une version qui est effectivement compréhensible et lisible. Derrière ça, faire aussi la formation des acteurs, parce que c'est bien de dire il y a un code du travail, mais comment on l'applique? Je me rends compte que beaucoup d'employeurs ne connaissent pas, comme beaucoup de salariés ne connaissent pas, oui. ou utilisent justement le code du travail métropolitain en me disant tel article dit que, oui mais tel article dit que en métropole, mais pas ici. Voilà. Donc l'idée c'est effectivement d'avoir une version déjà informatique hein, qui regroupe l'ensemble des règles applicables ici, de pouvoir faire une formation à l'ensemble des acteurs sociaux, bien entendu, et tous ceux qui le souhaiteraient, bien entendu, et à partir de là, de pouvoir aussi avoir une version papier. Ça coûte pas très très cher, mais enfin, il faut trouver un petit budget pour le faire, un budget que nous n'avons pas actuellement, quoi, voilà. Et donc l'idée, c'est aussi d'y ajouter de la jurisprudence locale. Et j'ai eu dernièrement un entretien avec le président du tribunal qui m'a confirmé que, concernant le tribunal du travail, eh bien, ils avaient effectivement un certain nombre de jurisprudences, sachant que vis-à-vis des règles qui existent je veux dire, d'une manière régionale en Nouvelle-Calédonie ou ici, bon, on est quand même assez proche sur certains textes hein, de ce qui se passe aussi à métropole, ou ce qui se passait autrefois en métropole. Et donc il y a eu des décisions prises par les tribunaux, aussi bien de Nouvelle-Calédonie que d'ici, qui peuvent tout à fait être intéressantes pour mieux comprendre comment appliquer telle partie du Code du travail. Et donc c'est un travail assez important, parce qu'il faut chaque fois retrouver les arrêtés, les recopier à l'intérieur, voir s'ils sont toujours conformes, parce qu'il y a eu quelquefois des petites erreurs de renvoi à des articles, etc. Donc essayer en même temps de corriger toutes ces erreurs-là et de faire en sorte d'avoir un code du travail qui soit vraiment applicable. Donc à partir de là, le droit du travail, eh bien, ça empêche la personne de vivre correctement pour avoir un crédit, etc. Donc il y a un impact sur l'ensemble de la vie sociale. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir le faire correctement. En même temps, c'est un régulateur de concurrence vis-à-vis des entreprises. Car quand vous avez des entreprises qui doivent cotiser, mettons, pour faire un truc simple, doivent cotiser pour les salariés, si vous en avez qui ne cotisent pas, ben, ils vont gagner plus d'argent, forcément. Sauf que c'est la caisse qui va en perdre. Et partant de là, ben, ceux qui cotisent vont devoir cotiser plus, ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ne cotisent pas. Donc il faut aussi pouvoir réguler tout ça. Mais pour que le droit du travail, on puisse faire des contrôles, parce que qui dit droit, dit obligation, et dit normalement contrôle aussi. Pour qu'on puisse faire des contrôles valables, encore faut-il que ce droit soit connu par les gens, et qu'effectivement, là, on demande l'application. Et que les différentes instances, comme les délégués du personnel, les syndicats, connaissent bien le droit applicable ici pour pouvoir le faire appliquer dans leurs entreprises, et que l'inspection du travail, comme c'est le cas, soit le relais de l'application dans ça. Ben, voilà, justement, prenons cet exemple-là, des entreprises qui ne déclarent pas leurs salariés, par exemple. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, monsieur l'inspecteur du travail, on peut sanctionner ces genres de malfaçons? Est-ce qu'on peut? Alors, oui, on peut. Bien sûr, tout manquement aux règles qui sont posées, normalement, on peut les sanctionner. Sauf que, en recherchant dans le Code du travail sur les déclarations d'embauche, il y avait un texte qui existait, qui parlait, un arrêté, qui parlait des embauches, mais en même temps de licenciement, quoi, entre guillemets, quel que soit le motif. Et il fallait avoir l'autorisation de l'inspection du travail. C'est un vieux texte qui, en France, en métropole, a été abrogé depuis pas mal de temps, parce qu'effectivement, le licenciement, l'autorisation administrative de licenciement a été supprimée.
Donc, en supprimant la partie licenciement autorisée par l'administration, eh bien, en même temps, dans le Code de Pau, ils ont aussi supprimé l'obligation de déclarer. Donc, il ne reste que l'obligation de déclarer au niveau de la CPS. Mais la CPS a des pouvoirs propres pour pouvoir aller aussi contrôler. Et on est en train de réfléchir pour faire en sorte qu'effectivement on remette, en tout cas la partie de déclaration, dans le Code du travail, et pas simplement au niveau de la CPS. Mais pour la CPS aussi, il est prévu que pour ceux qui déclarent des salariés mais qui ne payent pas leurs cotisations, ou pour ceux qui ne les déclarent pas, ben, il y a évidemment des sanctions qui sont prévues. Je suis en train de le faire là. C'est de récupérer tous les arrêtés qui existent déjà, et les mettre comme ça en copier-coller, c'est pour ça que ça ne fait pas très joli, en copier-coller dedans. Après, on va les retaper, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, on va regarder aussi ceux qui ne sont pas encore pris et qui devraient l'être. Parce que là-dedans, il y a un certain nombre aussi d'arrêtés qui n'ont jamais été pris. Je prends par exemple sur les dérogations pour le travail des jeunes. Donc, si on prend au lycée, par exemple, où il y a des ateliers avec des équipements de travail, qu'on appelle, comment on fait pour déterminer que des jeunes peuvent ou non travailler sur ces équipements ? À quel titre on donne une dérogation et comment ça fonctionne? Ça n'est pas précisé. Le licenciement, ici, on nous dit qu'il faut respecter une procédure, mais elle n'est décrite nulle part, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'une fois que ce travail est fait, il va falloir réunir la commission consultative du travail et commencer à préparer des textes pour pouvoir faire en sorte que le préfet, ensuite, évidemment, les valide et les signe, quoi. Alors, il y a deux manières. Il y a les textes des arrêtés, et puis après, il y a l'accord interprofessionnel qui peut être signé, quoi. Voilà. Ouais. On voit le texte du Code du travail, le règlement intérieur, et on nous précise que les modalités seront faites par un arrêté. Cet arrêté, ben, pour l'instant, on ne le trouve pas dans le Code du travail. Donc, je suis allé rechercher l'arrêté. Pour l'instant, j'ai fait un simple copier-coller. Bien sûr, on va l'arranger et le mettre en forme. Mais voilà le texte de l'arrêté. Donc, il faut que, lorsque une personne lit le Code du travail en disant qu'il y a un règlement intérieur à mettre et que ces modalités sont précisées par arrêté, ben, il faut qu'il trouve les modalités de suite après, quoi. Voilà, il n'y a pas le choix. Là, lorsqu'on dit nul n'est censé ignorer la loi... Ici à Rouen, est-ce que c'est vrai C'est un principe général du droit. C'est-à-dire qu'effectivement, en disant ça, on ne peut pas invoquer l'excuse du fait qu'on ne le savait pas et qu'on ne l'a pas appliqué. Mais bon, quand même, il est évident que là, si la loi n'est pas lisible et compréhensible, ça va être compliqué de dire qu'on le connaît et de le faire appliquer. Parce que comment faire... L'inspection du travail, elle a en charge de faire en sorte que les règles du droit du travail soient appliquées. Oui. Comment je peux imposer à un employeur d'appliquer quelque chose s'il ne le connaît pas? Exactement. Là, par contre, on est dans le principe, quoi. Oui. Nous, les censés ignorer la loi, certes, mais encore faut-il la connaître. Sans forcément critiquer vos prédécesseurs, comment ils faisaient alors pour justement suivre un peu le travail aussi bien des entrepreneurs que des salariés? Bon, j'étais pas là quand ils étaient là, donc ça m'est compliqué de vous répondre. Ce que je sais, c'est que... oui, parce que c'est quand même étonnant que ce travail-là soit fait que maintenant, quoi. C'est un travail qui a attiré mon attention parce que je l'ai déjà pratiqué ailleurs. Habituellement, l'inspection du travail se contente de prendre un texte et de le faire appliquer, point. Mais pas de se poser la question comment on va le faire appliquer en ayant la connaissance, etc. Ça fait l'objet d'ailleurs de la réforme de l'inspection du travail qui se pratique en métropole actuellement, de façon à mieux communiquer aussi sur le droit du travail auprès des entreprises et des salariés. Voilà. Donc, moi, ce travail-là, comment il a été fait en Nouvelle-Calédonie, ça m'a permis à moi, en arrivant ici, de retrouver pratiquement la même situation. Oui. Un texte qui n'est connu de personne. Voilà. Et donc, on ne peut pas faire appliquer un code du travail s'il n'est pas connu. Ça, c'est pas possible. Et s'il y a un développement économique, puisque le président de la République nous a annoncé des perspectives avec un certain nombre de mesures pour créer un développement économique à Wallis-et-Futuna, c'est très bien. Sauf qu'aucun développement économique ne s'accompagne sans qu'il y ait des règles du droit du travail précises et connues. Hein, je prends souvent l'exemple d'un terrain de jeu dans lequel on déciderait d'aller jouer. Ben, c'est très bien. Sauf qu'au moment où vous êtes sur le terrain, vous demandez aux gens, vous voulez jouer à quoi? Au tennis, au football, au volley, etc. Et puis, bon, c'est le même terrain qu'on a. Donc, il faut quand même poser des règles et qu'elles soient les mêmes et connues pour tout le monde et pratiquées par tout le monde. Ben, c'est la même chose pour le code du travail. On a un terrain qui est celui du code du travail et on doit avoir des règles qui soient connues, qui soient appliquées et qu'il y ait un arbitre, l'inspecteur du travail, qui dise, hop, là, vous êtes hors jeu, là, vous n'avez pas fait ceci, là, vous n'avez pas cela. Voilà. Et qu'il y ait, effectivement, comme ça se passe dans le sport aussi, un tribunal qui décide, etc., etc. Voilà. Donc, ici, pour tout ce qui est, comme par tout ailleurs, hein, les relations individuelles du travail, c'est le tribunal du travail qui est compétent lorsqu'il y a un conflit. Bon, il y a une procédure quand même préalable à l'amiable, qui est prévue dans le code ici, qui n'est pas prévue dans le code en métropole. Donc, on voit bien qu'il y a des procédures ici dans le code du travail
qui sont complètement différentes de celles de métropole. D'ailleurs, il n'y a qu'à déjà regarder l'importance du texte. Hein, quand on regarde notre code, il fait quelques pages. Celui de Nouvelle-Calédonie est un peu plus complet, mais il y a une partie déjà de sécurité qui est quand même importante aussi. Et quand on regarde le code de métropole, c'est pas le même volume, quoi, hein, ça c'est clair. Nous sommes maintenant avec Michel Olotoulé, qui est un des grands syndicalistes du territoire. Il est aussi l'un des plus anciens de ce syndicat Force ouvrière. Michel, bonjour et merci de nous accorder cette interview. Alors, je viens de le dire que vous êtes un des pionniers du syndicalisme ici à Wallis et Futuna. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte dans lequel vous avez intégré justement ce monde qui était quand même assez inconnu à l'époque? Bonjour Léoné. Donc je suis rentré dans les années 87-88 dans les syndicats. J'ai commencé avec Swane Uhila et depuis je suis resté dans le syndicat, surtout au niveau du privé. D'accord. Donc cela fait 30 ans. Comment avez-vous suivi l'évolution du syndicalisme ici à Wallis et Futuna? Au début, comment c'était? Est-ce que les gens ils venaient facilement vous voir? Au début, c'était très difficile parce que le syndicalisme à Wallis c'est inconnu. Donc les gens découvraient le syndicat. Donc venaient petit à petit. C'est surtout dans les années 90 à 95 où là, les gens vraiment ont intégré le Comment syndicat. le voyez-vous? Est-ce que le Code du travail est assez clair, assez complet pour vous faciliter la tâche en tant que syndicaliste? Je crois, Léoné, comme disait l'inspecteur du travail, M. Cardiez, le Code du travail est incomplet. Donc beaucoup de choses dedans a disparu depuis dans les années où il y avait un des inspecteurs du travail a supprimé un texte où il disait qu'on pouvait se référer sur le code métropolitain, sur tout ce qui n'existait pas dans le territoire. Et depuis que ça a été supprimé, c'est très très difficile. Donc, heureusement qu'il y a eu des accords, l'accord interprofessionnel l'AIT qui a été mis en place, des accords d'entreprise et des conventions qui ont été mis dans des sociétés. Donc, ça a comblé un peu le vide, mais ce n'est pas suffisant. Et comment faites-vous alors s'il y a toujours des vides dans le Code du travail? Donc, nous essayons de discuter, de négocier avec le patronat concerné. Et le seul aboutissement, si vraiment on ne trouve pas de solution, c'est le rapport de force. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un syndicat ici à Wallis et Futuna? C'est la solidarité des salariés dans les entreprises et dans tout Wallis et Futuna. Je crois que vous êtes le seul syndicat à être représenté un peu partout dans les différents secteurs du territoire, c'est bien ça? Tout à fait, Léoné. Donc ça facilite vraiment votre travail? Ça facilite le travail. C'est pour, en cas de besoin, nous sollicitons nos camarades dans les autres secteurs pour un coup de main en cas de coup difficile. Ça fait souvent peur au territoire et aux services publics quand vous vous mettez à manifester, puisque vous pouvez tout bloquer. C'est cela, Léoné. C'est pas que le syndicat FO veut aller jusqu'à là, mais des fois on est obligé d'aller au rapport de force. On entend parler de l'AIT. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'AIT? Alors l'AIT, c'est un supplément qui vient au Code du travail. Donc autrement dit, même en métropole, hein, vous avez le Code du travail qui fixe les règles générales. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a des accords qu'on appelle de branche en métropole. Donc ces accords de branche, pour l'instant, règlent dans les professions en particulier, hein, donc il y en a à peu près 300 et quelques branches qui sont repérées, règlent les rapports entre employeurs et salariés dans un secteur professionnel déterminé. Bon. Ici, des branches professionnelles, il peut y en avoir, mais il y aurait assez peu de monde pour avoir une convention de branche, on va dire.
Donc l'idée a été plutôt, comme d'ailleurs ça s'est fait en Nouvelle-Calédonie, de faire un accord interprofessionnel territorial, d'où le nom AIT, accord interprofessionnel territorial. Donc qui va, en plus du Code du travail, préciser certaines choses qui vont permettre effectivement aux salariés du privé d'avoir des références supplémentaires en matière de droit du travail. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a l'accord interprofessionnel territorial. Ce qui n'empêche pas après d'avoir au sein de certaines entreprises, en sus de tout ça, des conventions collectives. C'est le cas à RFO, il y en a une, mais c'est le cas à la CPS où on est en train d'en travailler une, c'est le cas à l'agence de santé. Donc là, effectivement, ça va concerner les salariés de ce secteur, en fait. Mais bon, l'agence de santé, c'est pas vraiment une entreprise, puisque c'est un établissement public administratif. Mais bon, ils ont quand même leur convention collective, parce que ici, c'est particulier. S'il y a des chapitres dans le Code du travail que vous voudriez mettre en place de toute urgence, quels seraient-ils ? Je ne peux pas vous le dire, Léoné, comme ça, parce qu'il y a trop. Ah oui, on a beaucoup qui... Que ce soit au niveau de l'embauche, de la formation professionnelle, continue, les salariés, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'un seul point, il y a plusieurs points, Léoné, à mettre en place. Et que pensez-vous du travail que mène actuellement l'inspecteur du travail, celui de tout reprendre depuis le début et voir ce qui manque? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Pour nous, c'est une bonne chose. Et nous travaillons beaucoup en collaboration avec M. Cardiez pour tout ce qui touche le niveau du travail. Puisque M. Cardiez a déjà fait du travail, a déjà démontré ses compétences dans son travail au niveau de la Nouvelle-Calédonie, en montant le Code du travail de la Calédonie. Je crois que s'il le fait ici à Wallis, ça veut dire qu'il est compétent. Et que s'il veut travailler avec le syndicat FO, nous sommes tout à fait d'accord de travailler avec lui et c'est ce que nous faisons actuellement. Michel, merci beaucoup. Merci Léoné. Le Code du travail d'ici, de Wallis, est extrêmement simple, il date des années 50. Mais il a permis de résoudre toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer en matière de droit du travail. Même s'il a besoin de moderniser, il est très suffisant puisque les principes généraux du droit métropolitain sont toujours respectés. Vous n'aviez pas de mal à trouver justement les textes qui allaient avec parce que... Non, on se base sur le Code du travail local et puis ainsi que l'AIT et les dispositions spéciales pour les personnels, mais vu que ce code est très simple, quand on a une difficulté, on se réfère au principe du Code du travail métropolitain. Donc on trouve toujours une solution. On n'a pas besoin d'avoir un Code du travail gigantesque à Wallis. Il n'y a pas d'entreprise gigantesque. Les principaux litiges sont des litiges liés au licenciement qui sont relativement faciles à gérer. Certains le trouvent même un peu trop simple. Effectivement, il est simple, mais je répète, pendant mes 12 années au tribunal, il ne m'a posé aucun problème. L'AIT, comme l'arrêté de 76, ont besoin de moderniser, ou de préciser plutôt, parce qu'il y a des données qui sont relativement peu précises. Cela dit, comme je viens de vous dire, et je le répète, avec moi comme avec mes successeurs, les juridictions, le tribunal du travail a fonctionné tout à fait normalement et a pris des décisions qui ont été validées en appel, voire en cassation. Donc il n'y a pas eu de problème majeur. Et quand vous parlez de modernisation, vous pensez à un texte en particulier, à une partie du... Non. On pourrait être plus précis dans certains domaines. Je reprends le cas des licenciements. Si le texte était un petit peu plus précis, il y aurait peut-être moins d'erreurs de la part soit des employeurs, soit des salariés. Certains employeurs pensent qu'ils ont une liberté totale de licenciement, ce qui n'est pas le cas. Certains salariés pensent également qu'ils ont des droits qui n'ont... Et ils se trompent, mais c'est lié au fait que ça manque un peu de précision. Aujourd'hui, vous avez un autre point de vue en tant Non. qu'employeur ou vous avez... Non, pour moi, il me paraît très satisfaisant, sous la réserve, je viens de vous dire qu'il faudrait qu'il soit un peu plus précis, un peu modernisé dans certains domaines. Mais dans les principes, il est très bon, il ne faut pas le changer. Quand est-ce que vous comptez terminer ce grand travail sur le
sur le code du travail local? D'abord, je ne fais pas ça à temps complet parce que j'ai aussi un service à gérer avec beaucoup d'autres mesures d'aide. Donc je le fais un peu à temps perdu et là, on va probablement pouvoir avoir le bénéfice d'un engagement civique qui va venir nous aider pour justement travailler là-dessus, être en relation avec le tribunal du travail pour rechercher, recueillir les jurisprudences, voir les textes, participer aussi aux réunions qu'il va y avoir avec les partenaires sociaux et rechercher donc ces jurisprudences locales aussi bien ici que là-bas, quoi, que dans la région. Donc ça pourrait, enfin, si tout se passe normalement, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on pourrait avoir terminé ce travail de cohésion là, de l'ensemble des textes, y compris de l'AIT, et à partir de là, donc, commencer à pouvoir entamer la phase de formation. Voilà, c'est la fin de ce Fait la VI. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.